Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de notre bilan. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est parti. Vos tops et vos flops, même si je sais que ça va débattre et ça va un petit peu déborder sur certains joueurs, mais bon, on va essayer de faire ça calmement et bien comme il faut. Euh, pour le MVP, bon, il y a un joueur qui ressort énormément dans les débats, euh, c'est Martin Odegaard, notre capitaine. Euh, Jonathan, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a été ton MVP de la saison? Ah, moi, c'est son leadership. C'est pas statistique, c'est son leadership. Euh, il est toujours le premier à presser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il presse, il presse, il presse. Il lâche rien. Et pour moi, c'est le chef d'orchestre de cette équipe. C'est lui qui donne le rythme. Et quand il n'est pas là, ça fait très peur, hein, parce que c'est vraiment, pour moi, une haute garde dépendance. Hmm. Quand il n'est pas là, j'ai l'impression que le château de cartes s'écroule. Pour moi, il y a ce moment où il sort contre Villa. Il y a 0-0. Il sort vers la 70e minute. Dès qu'il sort, alors peut-être c'est Smith Rowe qui est rentré, je devais être super content, j'adore Smith Rowe, mais ben, voilà, c'est pareil, il y a une planète entre les deux au niveau. Alors, enfin, il est technique, un super toucher de balle, il arrive très rapidement avec une roulette ou quelque chose d'autre à mettre les joueurs dans le vent, à trouver la bonne passe. Dès qu'il n'est pas là, par contre, ça tombe, ça va pas manquer, il sort contre Villa, 2 minutes, 84e, un premier but, et ça a enchaîné derrière. Et bon, c'est très dangereux, mais j'adore cette aura qu'il a sur les autres. Il montre l'exemple devant, il montre l'exemple derrière. Et je reviens sur ce point du penalty de Havertz. C'est lui qui est allé voir Saka en lui disant, écoute, mon coco, ce serait bien que tu laisses quelqu'un d'autre tirer. Et moi, c'est ce que j'aime, tu vois. C'est ces mecs-là qui ont cette aura sur les autres, qui arrivent à faire monter la mayonnaise ensemble. Et c'est top. Et ça vient peut-être de tous ces prêts qu'il a eu à l'époque de Madrid, où on l'envoyait à la Real Sociedad, à droite ou à gauche. Il n'arrivait pas à se trouver. Et quand il arrive à Arsenal, il a vraiment pu s'épanouir. Donc, statistique beaucoup moins parlante que l'année dernière. Je crois que l'an dernier, il était à 15 buts, si je dis pas de bêtises. Cette année, c'est moins. Mais c'est vraiment lui, le créateur, le Bergkamp de l'équipe pour moi. Tu fais bien de parler de cette sortie contre Aston Villa, parce que c'est Guillaume aussi qui voulait en parler, en choix fort d'Arteta cette saison, où là, pour le coup, c'était un choix qui nous a fait du mal, un choix négatif où, dès qu'Odegaard est sorti, l'équipe s'est complètement écroulée. Et je pense notamment à la première partie de saison où Odegaard n'est pas au top, et c'est aussi là où on a du mal je m'en souviens, où On est au ralenti. offensivement, on est prévisible et on a du mal à emballer les matchs. Et je trouve qu'à chaque fois que l'équipe va mal, eh ben, au final, c'est quand Odegaard n'est pas là ou n'est pas dans son assiette. Donc, ça peut être un danger pour la saison prochaine, mais pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de son leadership et de son influence dans le jeu, c'est capital sur le terrain. Est-ce Et c'est beau à que... voir. C'est Ouais. super beau à voir, quoi. Hum. Louis, Raoul, est-ce que vous partagez un petit peu cet avis sur le MVP Haute-Garde? Oui, oui, pour ma part, totalement, pas de souci sur le choix de garde. C'est aussi important, comme tu as dit, Corentin, de rappeler que c'est aussi un joueur qui est up sur la saison. Première partie de saison, comme un peu toute l'équipe, un peu plus stérile dans sa production sur le jeu, etc. Par contre, sur la deuxième partie de saison, franchement, des fois, enfin, quand je faisais les notes sur la deuxième partie de saison, sur Odegaard, à la fin, je ne savais plus quoi dire en fait, parce que bah, c'était le top niveau, c'était un des meilleurs joueurs de première ligue. Et le seul point, par contre, qui lui manque, c'est devant le but parfois. Je ne sais pas ce qui se passe devant le but quand il a 3 4 mètres du but. Il veut pas tirer. Je sais pas. Il veut Alors, pas. que ça soit son pied droit, il sait pas l'utiliser, il tire pas. Son pied gauche, le dernier match contre, c'était qui déjà le dernier match là, contre qui? Contre Everton. Everton, je crois. Everton. Everton. À un moment, il y a 3 mètres du but, mais je sais pas ce qu'il fait. Et même sur la passe qu'il fait à Verts, j'espère que c'est voulu sur le Oh, but c'est pas une d'Averts, parce passe, que hein. si c'est Non, pas non, c'est pas voulu, une passe, hein. Non, non. Je comprends pas. C'est pas du tout voulu. C'est pas alors, du tout mais voulu. du coup, si c'est pas Pas voulu, du mais tout. je sais pas ce qu'il veut faire du coup, parce que son pied il fait n'importe quoi, Ouais. il veut faire un pointu qui part n'importe où, etc. Donc ouais, c'est juste ça. Alors, orienter le jeu, tout ça, il sait faire, mais quand il arriverait tueur devant le but, quel joueur ça sera, quoi. Franchement, mais franchement, le choix MVP, c'est amplement mérité.
Raoul? Oui, alors mérité, oui. Mais après, faut que ceux qui nous écoutent sachent, pardon, que moi j'avais mis soit Ødegaard, soit Saliba, soit Rice, parce que pour moi, ils le méritent tous les trois. Mais Ødegaard, de toute façon, C'est les trois qui ressortent Bah ouais, le ouais, ouais. plus ouais, quand on fait des parce que de toute sondages, façon, hein. Ça joue entre les trois. et je suis capable de l'argumenter pour chacun des trois, parce que vraiment, pour moi, les trois le méritent. Mais c'est vrai que Ødegaard, et moi je l'ai dit tout au long de la saison dans les podcasts, il est ce leader technique, il est ce leader tactique, c'est lui qui va inciter toute l'équipe à faire un bloc haut, à les presser, etc. Et c'est devenu un leader d'homme qu'il n'était pas avant. Parce qu'on peut parler des joueurs qui ont de l'impact dans l'équipe. Rice a énormément d'impact défensivement, etc. Mais il n'a pas encore ce leadership parlé que Ødegaard peut avoir. Donc du coup, Ødegaard, pour moi, c'est la définition du foot que j'aime. Déjà, c'est un gaucher, ça joue beaucoup pour moi, mais techniquement ce qu'il fait, la vision de jeu, etc. Alors bien entendu, tu as des déchets, mais je veux dire, qui n'en a pas et qui n'en aura pas et qui n'en a pas eu, même parmi les tout grands noms du football mondial. Mais un régal à le voir jouer. Et encore une fois, faut pas oublier l'âge qu'ils ont, quoi. Et c'est là où moi je suis très confiant dans l'avenir. On a une équipe qui est tellement jeune. Mm. Deuxième On a, équipe la plus jeune de Première Ligue. Ouais, mais tu C'est sais, ça. quand Ødegaard, ça fait genre 5 ans que tu le vois à Arsenal ou 4 ans que tu le vois à Arsenal, tu dois, il doit avoir 29 ans ou 30 ans, mais il est tellement jeune. C'est parce Et qu'on ça lui. on le suit depuis qu'il a 15 ans, donc Bah ouais, c'est ça, tu vois, ça fait 10, en soi, ça fait il 10 a ans. été à Ça fait Madrid, 10 il ans avait qu'il joue au 17 foot ans, déjà. quoi. Donc, ouais. Donc voilà, donc merci aux autres équipes de ne pas l'avoir conservé, c'est super cool. Je trouve que il a trouvé sa place et dans les interviews, alors après, tu as toujours le côté un peu presse et je me fais bien voir des supporters, mais je pense que il a trouvé sa place dans Londres et que ça lui plaît énormément. Et le capitanat lui va tellement bien parce que ouais, il est leader sur tous les points. Et puis, quand tu vois, alors c'est la petite anecdote, mais là, ils sont en vacances, bah, ils étaient un peu en vacances avant de retrouver les équipes nationales, etc. Et, moi, ça m'a fait trop plaisir de le voir en vacances avec Havertz, tu vois. Parce que tu te dis, il y a des vraies affinités qui se font. Alors, il y avait Havertz et d'autres joueurs, mais il y a des vraies affinités. Et puis, quand tu as des coéquipiers ou des collaborateurs de l'entreprise qui partent en vacances ensemble, tu dis que c'est plus que des collègues, tu vois. Et c'est ça qui Mm. va faire qu'à un moment donné, tu vas franchir la dernière étape. C'est ça qui va faire qu'à la 95e minute, même quand tu es mort, tu feras le sprint que tu dois faire pour défendre parce que ton pote, il a perdu le ballon. Et tout ça, voilà, moi, je suis super confiant pour l'avenir. J'espère ne pas me tromper. Mais grande saison du capitaine, en tout cas. Ouais, moi, je partage totalement vos avis. Moi, Odegaard, c'est mon joueur préféré de l'équipe et je pense que c'est pas un secret, mais c'est extraordinaire de voir un joueur comme ça, un tel niveau, niveau élégance et tout. Enfin, ce qu'il fait avec la balle, c'est magnifique et c'est vrai que en plus de ça, c'est notre capitaine qui, qui se donne à fond, leader vocal, enfin tout, il a tout d'un joueur extraordinaire. Donc, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. Mais Chat, toi, tu avais un autre MVP pour la saison. Je te laisse dire le nom de cet heureux élu. Et c'est David Raya! Exactement, voilà, Bravo. je vous prends de court et c'est David Raya parce que finalement Louis m'a convaincu, c'est un super gardien et je le top dans mon top 1. Pas du tout. Heureux, je suis Euh, très heureux d'entendre ça, très très heureux. non, non, bah, pour moi, le joueur le plus impressionnant cette saison, alors évidemment, ça s'est joué entre Odegaard, Rice, que j'ai trouvé extraordinaire, Rice, vraiment Rice, ouais, Rice, on euh, n'en a pas parlé, mais c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Et je le disais exceptionnel. à chaque fin de podcast, franchement, déployer le niveau tout au long de la saison, son niveau, c'était extraordinaire. Dans l'engagement, dans l'intelligence foot, etc. Mais pour moi, le mec qui m'a le plus impressionné, et je vais expliquer pourquoi, c'est William Saliba. Pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur défenseur de Première Ligue cette saison. En fait, pour moi, il n'y a pas de débat sur son niveau. Et en Mm. comparaison avec les autres défenseurs, il est pas un peu au-dessus pour moi cette saison. Il est largement au-dessus de tous les défenseurs de Première Ligue. Vraiment, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. La régularité, on le répète, mais il a joué toutes les minutes de Première Ligue sans se péter, sans faire de fautes grossières, sans être à la peine défensivement contre n'importe quel adversaire. Et la raison pour laquelle je n'ai pas mis Rice, c'est que j'ai trouvé que sur la double confrontation contre le Bayern, il a été un peu moins bon que ses standards, là où Saliba a tenu son rang.
Et Odegaard, qui a eu un moment où il s'est blessé et il a eu 2-3 matchs un petit peu compliqués sur son retour de blessure. C'est ce qui a fait la différence pour moi. Mais le premier argument, c'est que c'est le meilleur défenseur de Première Ligue et donc forcément pour moi le joueur le plus important cette saison Arsenal. S'il ne se blesse pas l'année dernière, je le répète, mais probablement qu'on est champion. Malheureusement, il se blesse. Et cette saison, ouais, épatant, quoi. Je ne comprends pas que ce mec ne soit pas titulaire en équipe de France. C'est un mystère. Ouais, Euh, c'est ce que j'allais dire. Et Mystère. pourtant, Non, mais pourtant, il y a un moment donné où on va faire la révolution, les gars. Là-dessus, En tout cas, c'est. il y a des choses qui se passent pas là. En tout Là-dessus, cas, bah, surtout c'est. quand tu sais que devant lui, c'est ou pas Mécano, quoi. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un joueur de ce niveau-là. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et s'il continue comme ça, je pense qu'il fera probablement partie des grands noms de ce club, quoi. Voilà. Et surtout, bravo aussi Arteta sur le cas Saliba, parce que quand il est arrivé au club, tout le monde avait un peu volé dans les plumes d'Arteta sur la gestion du cas Saliba. Et bah, force est de constater que le temps lui a donné raison Ah sur ce ouais. sujet-là. Donc bravo aussi à Arteta pour sa gestion du cas Ce qui est Saliba super sur intéressant, les 3-4 dernières saisons. ce qui est super intéressant, c'est de lire l'explication d'Arteta, et je crois qu'elle est également dans le France Football. Jonathan, oui. si je me trompe Mm. pas, mais il donne C'est ça. l'explication pourquoi il a Ben, envoyé en prêt Saliba à Marseille, et en fait, tu vois que c'est pas une question de foot, c'est une C'est question une question, d'environnement. c'est les questions de l'environnement du vestiaire à ce Ouais. moment-là. Alors, on C'est va ça. pas citer de nom, on se souvient qui, enfin, On on, ne dira pas que c'est Aubameyang, entre autres. voilà, on parlera pas de la Bonjour. communauté francophone de l'époque, mais bon, c'est ce que tu lis entre les lignes en tout cas, quoi. Bah, regarde ce que l'histoire a donné. Donc il l'a gardé à l'étranger, à Nice, à Saint-Étienne, à Marseille. Par contre, le mec, quand il est arrivé, intégration immédiate à la Première Ligue comme défenseur. Et meilleur défenseur de Première Ligue 2 ans après son arrivée, c'est balèze. C'est Ouais. balèze. Saliba, on rappelle, qui est extrêmement jeune, hein. Saliba qui a 23 ans. Ouais. Avoir un tel niveau pour un défenseur central à 23 ans, c'est quand même incroyable. Konaté aussi à Liverpool, où on a souvent comparé les deux par rapport au fait qu'il soit français et que voilà, on a une charnière quand même en équipe de France qui s'annonce incroyable, mais pour autant, on le voit pas titulaire en équipe de France, donc on espère que ce sera le cas après. Messieurs, pour terminer le podcast, on va, d'habitude, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais on va terminer sur les points négatifs, sur les flops de la saison. Alors, Michel, tu as donné un joueur dans les points, là, je vois sur ma feuille. Moi, je peux tout pardonner. Je peux pardonner les insultes sur Raya, sur Aver, je peux tout pardonner. Mais quand je vois flop Bukayo Saka, Michel, il va falloir que tu t'expliques. Ouais. Louis, détends-toi. Là, j'attends les arguments. Là, va falloir exposer, là. Alors, je vais être très clair. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai mis Saka? C'est parce que moi, j'ai des grandes attentes envers Saka et je trouve que cette saison, il a été très décevant, notamment dans les matchs importants. Ce qui sauve sa saison, c'est effectivement ses stats. Et c'est ce que j'ai dit en début de podcast, c'est que on a gagné en réalisme et lui a beaucoup progressé à ce niveau-là. Mais globalement, pour avoir regardé tous les matchs de la saison, Raoul, Richard et même Axel, on était globalement d'accord sur ça, c'est que le jeu de Saka est devenu très prévisible, trop prévisible. Et ça lui a desservi. Moi, je trouve que cette saison, il n'a pas été impactant. Dans tous les matchs importants de la saison, il a été absent et totalement transparent. Moi, je n'ai pas Raya, par exemple, j'ai pas d'attente envers Raya. Je m'en fous de Raya. J'ai pas d'attente envers Kivior. Je m'en fous de Kivior. Vous voyez ce que je veux dire? Saka, c'est le golden boy de l'équipe, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Et donc, de fait, j'attends de lui des performances de haut niveau. Cette saison, on parle, juste pour faire un comparatif, on dit que la saison de Mbappé, qui a marqué 44 buts, est décevante. Mais parce qu'on parle d'un joueur comme Mbappé, en fait, on ne parle pas d'un joueur comme Zahir Emery. De la même manière que moi, je ne parle pas de Nketiah ici, je parle de Saka. Quand systématiquement le jeu de ce mec, c'est sur le côté gauche, je reviens vers l'intérieur pied gauche pour faire une frappe, et que ça ne marche pas une fois, ça ne marche pas deux fois, ça ne marche pas trois fois, et que tu perds, tu
tu te forces à faire ça et que tu ne progresses pas sur ton pied droit, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, tu deviens prévisible. C'est un peu le mot en fait qui revient en permanence, mais et donc si tu es prévisible, tu es moins impactant. Ce qui le sauve, encore une fois, je le répète, c'est ses stats, parce qu'il a tiré les pénaltys, parce qu'il a mis des buts et des beaux buts, il faut aussi le souligner. Mais moi, je trouve que en fait, cette saison, il a atteint un espèce de plafond de verre et que si il ne s'évertue pas à modifier son jeu et à apporter autre chose à son jeu, ça va bloquer un moment parce que force est de constater qu'encore une fois, cette saison, ça a été difficile. La double confrontation en Ligue des Champions, moi personnellement, je ne l'ai pas vue. La double confrontation contre le Bayern, s'il n'avait pas fait son cinéma à la fin du match là, en voulant réclamer, en réclamant en penalty, alors qu'il a le temps de crocheter, enfin il crochette Neuer et qu'il avait le Oui, temps il est de... passé, hein. Il est passé, enfin, le Voilà. dribble est fait sur Neuer, Voilà. ça c'est Et fait. après, il fait son cinéma. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait son cinéma. Certains m'ont dit dans les commentaires que c'est la 90e, la gestion des émotions, etc., etc. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est le joueur le plus important de l'effectif. Et il a en plus le comportement quand il demande le ballon dans les pieds, parce que Saka demande le ballon dans les pieds. Il ne le demande pas autrement. Il le demande dans les pieds. Quand il demande le ballon dans les pieds et qu'il n'est pas capable de faire la différence, en fait, mec, sois plus intelligent, je t'en supplie. Propose autre chose, fais quelque chose. Et il y a trop de matchs. Et Raoul, j'espère que tu me soutiendras de ce côté-là, Pas du tout. euh, où, où il s'est évertué à faire des mauvais choix, en fait. Voilà, c'est tout. Et donc, Bah, effectivement, pour le coup, je suis 100% d'accord. 100% d'accord avec tes arguments là-dessus. ah, bah, Alors, de là à dire flop, c'est peut-être un peu too much. Mais par contre, sur ce que tu dis, tu as entièrement raison. Et je pourrais même ajouter qu'on l'a vu peu de fois alterner sur le côté gauche dans la saison. Et je trouve que sur le côté gauche, il a été super intéressant. Parce que justement, ça le forçait à sortir de son contrôle pied-doigt. Repars dans l'axe pied gauche. Parce qu'au final, le pattern de Saka, il a deux cordes à son arc. C'est je reviens dans l'axe, je frappe du pied gauche, ou alors je frappe exactement. fort du pied droit au premier poteau. Exactement. Mais globalement, je suis d'accord, c'est que c'est devenu trop prévisible. Et en fait, il y a deux points. C'est que il a été super intéressant quand il a joué le peu de fois à gauche, quand il a dézonné le peu de fois à gauche, quand ça a été vraiment un ailier de couloir, de provocation en un contre un, et ensuite j'adresse un centre, pas forcément en revenant vers l'intérieur. Je trouve qu'il a été super intéressant. Et je trouve que c'est dommage qu'on voit pas plus, un peu plus Saka et Martinelli ou même Saka Trossard alterner. Je trouve que c'est dommage. Et le deuxième point, c'est que tout à l'heure, je crois que c'est Jonathan qui avait dit que effectivement Saka avait démarré arrière gauche, mais Saka après arrière gauche a aussi joué au milieu de terrain, un Mm. peu plus dans l'axe. Et est-ce que ça pose la question justement, est-ce que Saka ne pourrait pas être un formidable milieu de terrain? Parce que tu dis effectivement Saka demande le ballon dans les pieds, mais parce que Saka était extrêmement costaud, Saka est extrêmement physique, Saka est extrêmement bon dans les petits espaces. Saka a déjà joué sous Emery au milieu de terrain. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer un peu plus Saka dans le cœur du jeu? C'est une très bonne question. C'est un débat ouvert, hein, mais Ouais, je c'est une pense très que bonne je suis remarque. totalement d'accord sur le côté prévisible de Saka qui, pour moi, va et peut être un frein à son développement. Alors, on m'a déjà sorti, oui, mais Robben, ça a marché, etc. C'est pas vraiment le même type de joueur. Robben et Saka, c'est pas vraiment le même type de joueur. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, Saka est beaucoup trop prévisible. Pour autant, ça marche, donc tant mieux. Mais si on lui refait une saison à jouer tous les 3 jours sans faire de turnover, au bout d'un moment, je pense aussi que Saka en fin de saison, franchement, il était cuit. Bon, franchement, sur les matchs où il y a eu le peu d'impact, je pense qu'il était totalement cramé. Bah, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure sur le turnover. Mais je pense que Saka était totalement cramé et Saka ne pourra pas enchaîner une énième saison à jouer tous les 3 jours. Surtout qu'il prend énormément de coups parce que, comme tu Ouais. dis, il demande le ballon dans les pieds. Donc le contact physique, il est très souvent présent. Et je pense que pour son développement, je pense que Saka doit trouver la clé tout comme Martinelli, ils doivent trouver la clé pour alterner leur jeu et trouver de nouvelles facettes exploitées dans leur jeu. Mais je suis 100% d'accord sur le côté prévisible de Et il Saka, faut une vraie qui est même concurrence. très énervant, qui est même très agaçant, Ouais. ce Et côté prévisible. je rebondis juste un truc. Pareil, enfin, j'irais pas dire que c'est un flop. Néanmoins, tous les arguments sont super corrects. Mais il y a peut-être un truc qu'on oublie aussi des fois avec Saka, parce que c'est sa cinquième saison de Première Ligue avec un rythme plein. Le mec a 22 ans encore. Ah Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et on s'attend à ce qu'il ait un rendement comme un autre ailier au hasard Salah. Salah, pour arriver à ce niveau-là à Liverpool, il avait roulé sa bosse Ouais, ouais. à Chelsea, à la Roma avant d'arriver. Et Saka, c'est vrai qu'on oublie parce que
Ça fait 5 ans qu'il est en première ligue. C'est hallucinant pour un mec de 22 ans. Mm. Et je suis d'accord avec toi. On adore ce joueur. On a des attentes. Et voir toujours le même geste répétitif sur la droite, bah, c'est vrai que ça gonfle un peu. Mais ouais, il faut développer son jeu. C'est vrai qu'on les voit jamais inverser d'un côté à l'autre. Il faut peut-être changer un peu cette routine, quoi. On ne voit jamais Saka être remplacé quand il est mauvais. Ouais, aussi. Aussi. Ce qui n'aide pas un joueur à progresser non plus. Bah oui, et absolument, absolument. Et même être sur le banc pour un match de première ligue, quoi. Parce qu'il n'y a personne d'autre derrière. Guardiola n'a pas peur de mettre Foden sur le banc quand il faut, hein. Ah Donc bah je pense non. qu'il faut adopter Et la même, même approche et ne euh, pas avoir peur de mettre Saka sur le banc quand il faut. Et c'est Ah pas, bah, enfin c'est pas une punition, c'est pas une honte. On joue tous les 3 jours. Saka, à force, il va finir complètement cramé comme Pedri à Barcelone et puis bah, on aura tout perdu à ce moment-là, quoi. Exactement. Après, le problème, c'est que Arteta répète très souvent en conférence de presse que il veut que Saka devienne un joueur qui joue 60 matchs par saison sans broncher. C'est ça la volonté d'Arteta aussi. Donc, oui, Oui, bah, mais il veut un Cristiano Ronaldo ou un Léo Messi, il veut faire ça. voilà. Mais on peut peut-être y aller par step. Parce que là, Ouais, à 22 ans, tu veux faire c'est exploser. c'est là où Arteta est encore un peu jeune Mm. dans son expérience d'entraîneur et dans sa gestion d'équipe. C'est que des fois, tu peux pas. Il, il est encore têtu sur certaines décisions et je pense que, ok, il veut que Saka joue tous les matchs, mais vous l'avez très bien dit, City, sur le côté, ça tourne, quoi. Un coup ah, c'est Et c'est marrant que Doku, tu parles, c'est marrant que tu dises. un coup c'est Doku, un coup c'est Grealish. À droite, je me souviens l'année dernière, Mahrez, il jouait pas, Mahrez quand il était à City, il jouait pas tous les matchs. Donc voilà, ça tourne. C'est marrant que tu dises ça, qu'il soit têtu, parce qu'il y a quelques jours, il y avait l'interview d'Ancelotti. Bon, on est sur un autre côté du spectre là, mais lui il s'entête pas. C'est justement ça, l'expérience bah t'apprend à ne oui, pas t'entêter bah et oui. à mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Après, bon, on peut pas faire d'un extrême à l'autre, mais ouais, c'est intéressant. Non, puis préserve-le, ton joueur. Comment ça se fait que enfin, le joueur se blesse et 3 jours après, il est titulaire? Alors que tu sais bien que le temps de récup, il n'est pas aussi rapide pour un joueur. Et tu vois bien que Raoul l'a dit, il y a des matchs où qu'on gagnait 5-0 à la 50e. Mais pourquoi tu le fais jouer tout le match? Ben, repose-toi, mon gars. Mets-le sur le banc. Enfin, je veux dire, 5-0, ça y est, le match, il est gagné. Et donc, il y a cette gestion. Je mets aussi sur le coup de certains de ces mauvais matchs, effectivement, la fatigue physique. Et ça se voyait. Il y a des matchs où il était cramé, cramos. Mm. Ça s'est vu. Et donc, voilà, c'est tout un contexte qu'il faut prendre en considération. Mais moi, je persiste à dire que sur les matchs importants cette saison, il n'a pas été performant et que, oui, s'il veut dépasser ce plafond de verre qu'il semble avoir atteint cette saison, il va falloir qu'il développe son jeu, effectivement. Voilà. Donc j'ai fait exprès de le mettre en flop pour parler de ça, justement, parce que ça m'a Non, Bien mais agacé. joué, bien joué, bien ah, joué, bien joué. après, bravo, Méchat, tes arguments étaient préparés, bien Merci construits. beaucoup. Merci. Donc, je te pardonne de cet écart et voilà, il n'y a pas de Merci souci. Mais beaucoup. attention, je t'adore. Parce que quand même, Bukayo, quand même. Ouais. Mais sinon, le pire Euh, joueur, c'est évidemment Raya. Voilà, bien sûr. Voilà, c'était le prochain point pour Raoul. Allez, Raoul, dis-nous ton flop. Ouais, non, mais j'ai fait rapidement. Je l'ai mis en flop parce que dans le 11 titulaire, je voyais pas qui mettre d'autres vraiment. On aurait pu croire que Martinelli faisait partie des choix, mais moi je pense que Martinelli c'est un concours de circonstances et que c'est pas le joueur qui est devenu moins bon. Je pense que c'est l'utilisation qu'on en a de lui et Hmm, que quand ton je suis jeu il d'accord. penche quand ton jeu penche à, je sais pas, 70, j'ai pas les stats, mais 70% à droite, d'utiliser le côté gauche, ben ça devient compliqué, tu le mets moins en avant. Donc du coup, Martinelli, je ne pouvais pas le mettre. Et Raya, parce que, alors, c'est Raya et le dossier Raya. Le dossier Raya, j'en ai parlé juste avant, on sera d'accord ou pas, mais voilà. Et, alors, moi, j'ai quand même ce match contre le Bayern où cette sortie, la mésentente avec Gabriel à un niveau de Ligue des Champions en quart de finale, c'est voilà, pour moi, il avait pas le niveau. Alors encore une fois, je suis supporter d'Arsenal et
et ça sera le gardien l'année prochaine et on fera avec lui. Mais voilà, en tout cas, dans les attentes, meilleur jeu au pied, c'est un très bon gardien, etc. Alors, le jeu au pied, alors oui, il est certainement meilleur que Ramsdale, mais c'est pas oufissime. Et sur sa ligne et dans les arrêts décisifs, pour moi, il était en dessous de Ramsdale. C'est pour ça que je vais mettre Raya slash K ou dossier Raya. Voilà. Sinon, j'aurais pu parler des blessés, mais les blessés, il y a Jesus, il y en a plein. Voilà, donc j'ai mis Raya. Petite dédicace à Louis. Ok, Raoul, ça marche. Et oui, Jonathan, vous avez mis Martinelli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi Martinelli a été un Bah, flop cette saison pour vous? Martinelli, quand tu compares son temps de jeu contre son rapport but-passe-D, il est clairement pas là, surtout par rapport à ce dont on était habitué dans le passé. Alors oui, que le jeu pense à 70% à droite et que donc du coup on a mal utilisé peut-être Martinelli, mais enfin, il y a différentes façons. Alors il a peut-être son style, hein, mais c'est vrai que Trossard est plus dans l'axe, mais Trossard a joué à sa place une moitié de la saison et il a réussi à avoir un impact. Alors, on dit qu'il faut que Saka se diversifie et qu'il nous change de sa routine. Je suis sur mon pied droit, je remets le pied gauche, je frappe enroulé. J'entends. Bah, peut-être qu'il faut que Martinelli, il se diversifie aussi. Mais quand tu compares l'année dernière à maintenant, autant un Smith Rowe, c'est des joueurs qui n'ont pas eu les opportunités pour. Martinelli, il a eu le temps de jeu pour, en tout cas. Non, c'est vrai. Ouais, et Juste puis pour on sent même, on sent aussi que c'est un joueur qui doute hein, sur le terrain quand on le voit. Alors, quand même sur la fin de saison, bah, son temps de jeu il est quand même assez minime, hein. On va dire alors il y a que contre Everton où il joue un match complet sur la deuxième partie de saison. Et encore, il a joué à droite et je trouve qu'il a été très bon à droite, soit dit en passant. Contre Everton, il a fait un bon match. Mais oui, on sent un joueur qui doute, on sent un joueur qui nous avait pas enfin, qui nous avait pas habitué à montrer des choses aussi pauvres en termes techniques, etc. Enfin, j'ai le souvenir sur la deuxième partie de saison de Martinelli qui avait des occasions avec sa pointe de vitesse, mais il est tellement en train de douter dans une période de doute qu'il oublie le ballon, sa conduite de balle elle est pas bonne, sa finition elle est pas bonne. Et du coup, oui, c'est un joueur qui doute, c'est un joueur qui n'a pas trouvé la clé face au bloc bas. Alors, comme l'a dit Raoul, effectivement, je pense que le départ de Chaka lui a fait énormément de mal, ça c'est un fait. Retirer Zinchenko du 11 quand même, qui assurait un minimum de circuit de passe sur le côté gauche, ça lui a fait mal aussi. Moins de profondeur, plus de bloc bas. Il a eu plus de difficultés à voir. Alors voilà, c'est pas effectivement sa saison elle est beaucoup moins bonne en termes de statistiques, d'implication, etc. À voir comment il va retrouver la clé. Moi, je pense qu'il a déjà joué avec le Brésil attaquant de pointe. Je pense que c'est un truc qui peut se tester, qui peut Et qu'on être n'a jamais essayé. oui, qu'on n'a jamais essayé, mais je pense que c'est un truc avec le Brésil qui a été testé. Je pense que ça vaut le coup, pourquoi pas d'essayer. Arteta Si quand même bien marqué les on balances. on a Je déjà pense. essayé, l'année dernière quand Jesus se blesse à un moment. Martinelli est en neuf et Trossard à gauche et ils inversent les deux en même temps. Mais Ouais, voilà. Donc c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. je pense que c'est un schéma qu'on pourrait peut-être voir un peu plus. Et après, voilà, c'est à lui de trouver les clés. Mais voilà, je pense que enfin, c'est pas inquiétant à son âge de faire une saison moins bonne en première ligue. Maintenant, voilà, c'est à lui de trouver les clés, comment diversifier son jeu et redevenir le Martinelli de la saison dernière, impactant un contre un et devant but, quoi. Et à noter aussi Et que qui reprenne sa place dans le 11, quoi. ouais. Bah, Et à là, ça va être noter compliqué. Là, chercher à Trossard, va falloir qu'il travaille, qu'il mette les bouchées doubles. moi, je suis pas inquiet parce Trossard, que il a pour moi, presque 30 ans, là. ouais. Et Trossard, il est, comme disait Mechad, il était quand même meilleur en super sub qu'en en titulaire. Donc, je pense que Martinelli a encore sa place. Et il faut aussi rajouter dans l'analyse, on va dire, tactique, c'est que on a quand même souffert énormément côté gauche sur le poste de défenseur latéral, de par la rotation et le choix de l'arrière gauche entre Zichenko qui commence la saison mais qui est moins bon, Tomiyasu, Kivior, le retour de Tomiyasu, etc. Et du coup, on était beaucoup plus faible à gauche qu'à droite où il y avait Ben White qui était là quasiment toute la saison. Et donc Martinelli a joué déjà beaucoup plus bas
Et Martinelli, c'est quand même un joueur d'impact qui a une vitesse qui est assez impressionnante. Mais quand tu pars de tes 30 mètres, tu es beaucoup moins impactant que quand tu pars des 60 mètres, quoi. Ça reste Hmm. très bête et très basique ce que je dis, mais pourtant, c'est le cas. Et en revanche, à contrario, il était très bon défensivement. Sur le peu de minutes qu'il a eu Ouais. sur son apport défensif, par contre, il a été très très bon, Martini, cette Et saison. c'est un joueur qui, dans le body Dans language, l'application, ouais, dans exactement. Dans, l'implication, dans, a toujours été irréprochable. Hein. dans l'engagement depuis le premier match qu'il fait avec nous, t'as rien Ouais, à Ouais, dire ouais. j'ai sur pas un Martinelli. match où le mec il a lâché ou Hmm. voilà, il fait avec ses moyens. Des fois il est très bon, des fois il l'est moins, mais en tout cas il se bat tout le temps et il fait pas les choses à moitié quoi. Voilà. Et ça en revient Et à ce que... je pense que dans un univers parallèle, dans une défense à 5, je pense que Martini peut être un excellent piston à droite. Dans un univers parallèle, hein, ça sera jamais avec Arsenal, mais je pense qu'il a des qualités défensives qui sont un peu insoupçonnées. Et je pense que avec ce qu'il a montré cette saison défensivement, je pense que, enfin voilà, dans un univers parallèle, il pourrait être Et ben un ça fait excellent plaisir de piston. l'entendre Louis, parce que moi dans un des podcasts quand Kivior est arrivé et que j'avais d'énormes doutes sur Kivior, alors défensivement, mais ça je l'avais dit en disant dès l'instant où on aura une opposition, une vraie opposition en face de Kivior, ça va commencer à être compliqué de par la vitesse, etc. Et je sais pas si Méchac, je te rappelle, j'avais dit mais pourquoi à ce moment-là Martinelli ne ferait pas l'intérim côté Ouais, ouais. gauche? Mm. Hmm. Après, dans une défense à 4, ça peut être compliqué peut-être, mais dans une défense à 5, je pense ouais, comme dans un schéma un peu comme à l'Inter du Milan, etc., avec un vrai piston sur le côté, je pense que Martinelli, ça pourrait être un excellent piston. Mais après, bon, bien sûr, c'est un ailier, donc c'est à lui de maintenant de travailler. Ça arrive à tous les joueurs d'avoir une période de moins bien, mais je pense que à 100% et à 100% de sa confiance, je pense qu'il reprend sa place de titulaire sans problème. Je suis d'accord. Ouais. Ça en revient à ce que je disais au tout début de podcast aussi, c'est que je pardonne plus facilement un joueur qui fait une mauvaise saison, mais qui essaye de faire une bonne saison, ce qui est le cas de Martinelli. Moi, je trouve qu'à chaque fois, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'essayer, on ne peut pas lui reprocher de se battre, on ne peut pas lui essayer d'être justement imprévisible, contrairement à Saka qui, lui, l'est trop. Euh, donc oui, il a fait une mauvaise saison, mais encore une fois, en termes d'implication, d'abnégation, le mec a essayé. J'ai plus de facilité à pardonner un joueur comme ça qu'à un autre. Ok, ben merci messieurs. On vient de terminer sur le dernier point, donc sur les flops des joueurs. C'était vraiment un plaisir de faire ce podcast bilan en fin de saison avec vous. On espère que ces longs épisodes de podcast vous auront plu et que on a essayé de recouvrir à peu près la totalité des sujets, même si forcément on est passé à travers certains points qui, dans une saison où il y a eu tellement de rebondissements, Mm. c'est vrai qu'on a vécu plein de choses, plein d'émotions, et il y a eu aussi cette frustration de fin de saison. C'est pour ça qu'on a voulu un petit peu prendre le temps de faire ce podcast pour pas parler à chaud, parce que c'est vrai que c'est dur quand on fait une telle série et ne rien remporter à la fin, c'est dur. Juste pour conclure, on fait un dernier petit tour de table. C'est un petit truc qui me vient en tête là maintenant. Si vous deviez, pour le mercato par exemple, recruter pour vous un poste, un joueur, euh, pour vous, c'est quoi le joueur idéal ou le poste idéal où il faut le rapidement, voilà, Méchad, si tu devais recruter un joueur cet été, ce serait qui? Moi, ce serait un numéro 9 et idéalement, j'aimerais un joueur du style Osimhen. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait. Un neuf qui finit, Ouais, pour un vrai finir, 9, un vrai ouais, numéro 9 parce que pur neuf. je ne vois pas une saison supplémentaire avec Havertz en pointe, jouant tous les matchs. Et je vois encore moins une autre saison avec un Nketiah chez nous, par exemple. Et comme malheureusement, et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais ce sera peut-être un des sujets qu'on fera avec Raoul et avec d'autres membres de l'équipe, si vous le voulez, sur Jesus, parce que c'est aussi devenu une problématique. Ce joueur que j'adore pourtant, que je trouve extraordinaire, mais sur qui on ne peut pas compter malheureusement. Raoul, si tu devais acheter un joueur là, ce serait quoi? Ce serait qui? Un gardien. Et en soi, il va bien falloir remplacer Ramsey, qui va partir à coup sûr cet été. Non, non. Alors, franchement, on s'est déjà posé la question, on a déjà discuté entre nous, etc. J'ai pas un joueur qui me vient comme ça. Alors, je pourrais faire une blague en disant que Mikotadze va être à vendre pour 23 millions et que
en doublure d'Havertz, ça peut le faire. Euh, Franchement, pourquoi pas, hein. parce que franchement, alors c'est le pro médecin qui parle, mais non, mais franchement, je suppose que vous avez dû voir aucun match de ce joueur-là. Si, si, Mais je le regardais en Ligue 2 en termes de déjà, vrai donc neuf, ouais. Mm. alors c'est pas un titulaire indiscutable, mais en termes de vrai neuf, il est quand même relativement jeune encore. Ce serait plutôt ce genre de profil-là après en top player. Franchement, je ne vois pas parce que en plus de ça, moi, je suis très vieille école. Voilà, j'ai 43 ans et je suis très vieille école. Et c'est comme à l'époque, quand le débat, ouais, Mbappé Arsenal, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et en fait, footballistiquement, bien entendu, que un Mbappé Arsenal ferait énormément de bien. Mais un mec avec un melon comme ça, T'intéresse pas du c'est tout, là hein. où moi, j'ai mes vrais freins. Et en fait, si tu veux construire quelque chose avec ce groupe-là, tu es obligé de prendre un joueur qui se fondra dans le collectif. Ils Et font le pas une problème, star. c'est que le problème, c'est que les top players aujourd'hui ont tous un ego, mais tellement surdimensionné qu'ils n'auront pas leur place dans ce groupe-là. Et c'est là où moi j'ai ma limite pour trouver un joueur qui pourrait rentrer. Et voilà, donc à chaud, je pourrais pas te dire, mais voilà, qu'on fasse au mieux. Et je pense que Edu, ce qu'il a fait ces derniers temps, c'est pas si mal, donc faisons-lui confiance, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'un ego surdimensionné ne s'adapterait pas du tout dans cette équipe-là. Parce que c'est pas du tout Ouais, le but d'Arteta. Ivan Toney, par exemple, c'est mort, quoi. Ah C'est oui, oui, clairement. Ouais, impossible. il y a plein de sites comme ça qu'on a vu de rumeurs transfert ces derniers temps. On se dit, mais en fait, comment un joueur comme ça peut cohabiter avec un entraîneur comme Mikel Arteta? Hmm. Aubameyang, c'est un joueur, il a fait deux, trois écarts et puis chut, ciao, Il a quoi. C'était sauté. c'était le capitaine, c'était le meilleur buteur, Hmm. hein. C'était le mec qui nous portait et pourtant il a pas eu, Bah, dès qu'il dès il a eu qu'il aucun dès qu'il remords à le virer, quoi. dès qu'il a Donc, pris son gros contrat, de toute façon, fin août à 350 000 semaines, après Ouais, c'était terminé. cuit. Ouais, ouais, ouais. Mais Louis, après, toi, et juste une petite vas-y. précision, parce que si je devais choisir, et j'ai pas de nom en tête, mais j'aimerais tellement qu'il y ait un deuxième Français qui arrive à Arsenal. Anthony Martial. Parce que depuis que je supporte Arsenal, t'as dit quoi, Méchad? Anthony Martial, il est sur le marché, Anthony Martial. Non? Non, mais parce que pour moi, Arsenal, même si maintenant c'est un manager espagnol, Arsenal a toujours eu cette, French cette, touch. commu- ouais, cette communauté française. Et voilà, et j'adorais voir ça. Voilà, voilà. Mais j'ai pas de nom. Non, mais c'est un beau souhait, c'est un beau souhait. Plus de Français, c'est vrai que Saliba est tout seul. Ça ferait pas de mal d'avoir un peu plus de French touch, comme on dit. Louis, Bah, moi, je veux dire, du coup, l'option d'Acharaya, déjà pour commencer. Arrête. ouais. Allez, messieurs, bonne soirée. J'ai les poneys, faut que j'aille. Non, 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 allez, blague à part. Alors, Osimhen a déjà été pris et je pense que c'est un bon choix. Alors, mon cœur balance, je vais dire Bruno Guimarães dans le milieu, ça pourrait être pas mal, Ouais, c'est entre très Rice vrai. et Odegaard. Autre choix un peu plus hipster, Xavi Simons quand même, à gauche, droite Je suis et même dans d'accord. l'axe, ça pourrait être pas mal, surtout que Paris pourrait le laisser partir en prêt. Ça pourrait être pas mal. Et après, en termes de français, bah, le petit Michael Olise pour concurrencer Saka à droite, ça pourrait être pas mal aussi. Très bon choix. Que des bons noms, que des bons noms. Après, j'ai lu que pour le recrutement du milieu, ça va énormément se jouer sur le fait de est-ce que Arteta va faire jouer Rice en 6 ou en 8? Parce que du coup, les profils sont pas du tout les mêmes. Euh, est-ce que Ah oui, Partey, bah euh, est-ce que c'est- Partey va partir, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte en fait. Donc, pour moi, c'est le point crucial. 6 ou 8, c'est le point crucial parce que forcément, c'est deux stratégies différentes. Donc, ça va être un des choix, à mon avis, qui va conditionner la saison prochaine. Ça, c'est clair qu'on peut pas se planter sur cette partie-là. Et pourtant, pour moi, il n'y a pas de débat. Vous le préférez vous? Vous le préférez en 6 ou en 8, Rice? moi, j'ai Ah, bah, aucune préférence moi sur son Ah poste, ouais? ouais. Pour moi, il est tellement fort dans les deux que pour moi, j'aime bien quand il pour moi, c'est un faux débat vraiment le positionnement de Rice. moi, j'avoue que j'aime bien quand il se projette. Quand même, je trouve qu'il est très très puissant dans sa capacité à être verticale. Et ouais, moi, j'aime bien quand il se projette, mais après, c'est compliqué de trancher pour le moment parce qu'on l'a pas assez vu en 8 pour le moment encore. Ouais. En 6 on sait de quoi il est capable. En 8
on suppose de quoi il est capable, parce que par exemple, si on prend le match contre Chelsea, je crois que c'est sur le premier but où il vient fixer la défense de Chelsea bah, comme un vrai numéro 8 en fait, hein, et qui glisse le ballon à Trossard. Je pense que ça a toujours été un joueur, même à West Ham, qui était porté vers l'avant. Donc je pense qu'il peut jouer les deux positions. L'idéal serait de trouver un joueur également qui peut jouer les deux positions. Mais je pense que la polyvalence a parfois certaines limites. En termes de profil. Donc, bon, à voir. Mais je pense qu'un Bruno Guimaraes, ça pourrait être. Même, alors, ça va être très très cher, on parle de 100 millions, mais je pense que c'est le profil idéal en termes d'âge, de capacité physique, technique et aussi en termes, comme on l'a dit tout à l'heure, de méchanceté, entre guillemets. Je suis d'accord, absolument d'accord. Très beau ce que tu dis. Guimaraes, je suis Voilà. pas convaincu, vous voyez. Moi, je suis convaincu par un joueur comme ça. Moi, je trouve que Rice est beaucoup plus fort en 6. Vraiment, ça, c'est mon avis, hein. Parce que je le trouve tellement intelligent, je le trouve tellement oui, intelligent défensivement, impactant défensivement, physiquement très fort, que je trouve que c'est dommage de s'en priver pour le mettre numéro 8, même s'il est bon au numéro 8. Mais ça m'embêterait, par exemple, de me priver d'un joueur typiquement comme Guimarães, comme idéalement, moi, je rêverais d'un Bernardo Silva, par exemple. Je trouve que c'est dommage de se priver de ce type de joueur si on met Rice numéro 8 pour chercher un numéro 6. Et je trouve qu'en 6, il est tellement fort, il fait tellement le taf qu'il faudrait une patte créative un peu à l'image d'un haut de garde à ses côtés, quoi. Ce serait bien, ou un box-to-box, un milieu box-to-box capable d'apporter de l'impact physique et des projections vers l'avant. On avait parlé, Raoul, sur le dernier match d'un mec comme Onana d'Everton. Tu vois, ce type de joueur-là, Koulibaly, ce type de joueur capable d'apporter de la densité physique et en même temps une petite touche technique. Moi, c'est ce que j'aimerais. Zahir Emery, c'était super intéressant dans l'effectif d'Arsenal. Ouais, mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de joueurs confirmés, peut-être pas de stars, mais de joueurs très confirmés. Un McAllister. Pour moi, McAllister, c'est un joueur mais vraiment idéal pour le système d'Arsenal qui pourrait épauler Odegaard et Rice en tant que numéro 6. Moi, j'aurais adoré qu'on fasse le coup McAllister au lieu Hmm. d'acheter un mec comme Raya. Alors, du coup, Après, tu vois, juste le seul truc sur Rice, le seul point faible de Rice en tant que 6, c'est sa faculté à distribuer le ballon. Où je trouve que sur ce point-là, parfois, ça manque tu vois, de capacité à casser la ligne par la passe. Alors, il sait casser la ligne par la course, il sait récupérer le ballon, tout ça, mais Rice a vraiment, je trouve que Rice a vraiment été sublimé par le fait que joueur Jorginho soit à côté de lui avec un joueur qui est capable de distribuer le ballon. Parce que je trouve que la seule limite de Rice, vraiment encore, c'est sa capacité à distribuer le ballon. Et c'est pour ça que je pense que moi, tu vois, tu parlais d'un joueur créatif, mais je pense qu'on peut aussi avoir un joueur créatif qui soit juste derrière Rice en tant que numéro 6, un vrai comme un Regista, tu vois, comme on a en Italie, un peu ouais, comme ouais, ouais. Jorginho. Alors, Ouais, Jorginho, mais c'est pas un milieu offensif, tu vois, mais il est si tu capable d'orienter le jeu par la passe, de casser la ligne par la passe. Et je pense que c'est un profil comme ça, peut-être, dont on aurait besoin. Et c'est pour ça que Arteta aime bien Zubimendi, ce genre de profil un peu de ce côté-là, parce que je pense qu'on a besoin d'un mec qui sait distribuer le ballon et casser la ligne par la passe. Mais tu vois, moi, sur ça, je suis assez old school et je suis assez vieux jeu sur ces trucs-là. Pour moi, un 6, ton taf premier, c'est l'aspect défensif. Et si tu as devant toi deux joueurs créatifs, passe-leur le ballon et c'est à eux de créer le jeu, tu vois. Alors peut-être c'est ma limite aujourd'hui footballistique qui fait que, non, je suis entièrement euh, d'accord, Michel, tu entièrement vois, d'accord. Et genre, c'est pour ça que si tu recrutes un nouveau 6, tu as intérêt que le mec, il ait le même impact défensif et de récupération que Rice. bah Et ouais. là, lève-toi tout, hein. Jonathan, je te laisse mettre ta Non, petite bah, je vais rien conclusion à tout inventer. ça. Pour moi, ce serait un 9. Alors, j'ai pas de nom, mais un 9, grand costaud, un 90. Moi, j'adorais les profils à la Giroud, à la Zlatan qui est là. Il y avait Ferguson de Brighton que j'aimais bien, mais qu'on a trop peu vu cette saison, trop souvent blessé, mais qui était un bon. Bah, je crois que Louis en parle d'ailleurs dans son article sur le mercato. Ouais, ouais, Ferguson, c'est un an trop tôt, je pense. Mais là, on parle de Sesco, ça correspond un peu au profil que tu recherches. Ouais. C'est ce que ça correspond. Exactement, C'est ce que j'allais dire, exactement. ouais. Donc, C'est exactement le joueur que tu décris là, en termes donc, donc- de physique, Et, quoi. et le mec du mais bon, Sporting, là. lui aussi va avoir encore besoin de temps. Tu parles de qui? Gyökeres? Ouais, voilà, ouais. Bah, à voir. Mais Après, Gyökeres, c'est deux fois plus cher aussi. L'avantage de Sesco, c'est que sa clause libératoire, elle est à 55 millions, je crois. 50, Gyökeres, elle 50, est ouais. à 110 millions. Donc, bon, bah, Oui, oui. après, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on investit plus sur milieu ou plus sur l'attaque? Ça sera un choix à faire. Ouais, non, mais mais City, de toute façon, ils vont être sur Guimarães, hein, vu que Paqueta, il est dans les choux. Ah oui, ça, Euh, c'est certain.
Ça, c'est certain. T'as pas un petit Ok, joueur donc, à Metz à nous conseiller, Raoul? Alors, il y a aussi Mathieu Hudol, arrière gauche. Bon, il s'est fait 3 fois les croisés, mais il est toujours revenu. Et Sinon, au milieu de terrain, il y a Endoram, le fils de Endoram de Nantes. Euh, Oukidja pour prendre la place de Raya, ça se fait? Non, non, alors, quoique, non. Non, je crois que Raya, il est meilleur au pied que Okidja. C'est bien d'admettre. Ah, mais si on descend en Ligue 2, c'est pas pour rien, hein, c'est compliqué. Mais c'était très drôle, Méchad. Non, je t'en prie, j'essaie de sauver ton club, hein, j'essaie de... bon, ben, on terminera du coup sur cette note messine. Raoul, ça te fera plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast bilan fin de saison. C'était un plaisir pour nous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lire les articles. Il y a 3 articles de Louis qui sont sortis récemment là sur le Mercato. La quatrième partie sortira très prochainement également. Voilà. Continuez à nous soutenir en lisant les articles, en écoutant les podcasts. C'est super important pour nous. N'hésitez pas à partager. Voilà. Merci beaucoup. On vous prépare d'autres podcasts qui arrivent pour cet été. Ne vous inquiétez pas, on On vous a lâche plein pas. d'idées avec Méchad, ouais. En tout cas, c'était un Il y a- vrai plaisir d'avoir la rédaction et le président avec nous. Ouais, merci Raoul. On va Plaisir, essayer plaisir on va, partagé. C'est top. c'est partagé pour nous. On n'a pas trop participé cette année, mais on va essayer d'être un peu plus présent sur les podcasts pour porter Et plus c'est de cool, c'est débats c'est un- sur David Raya et sur Kai et c'est Havertz. cool, c'est qu'on a réussi à synthétiser un podcast qui est assez court. Donc, sachant Ouais, les que, gars, sachant que vous êtes. Richard aime nous réécouter quand il va courir, il est pas loin de préparer le Ah marathon, hein. ben, il va faire le marathon là, Richard, avec nous. Ah, Là. voilà, ouais. Là, il fait Ah Paris-New ouais. York, là. Non, mais voilà, on était bavards et je pense que ça valait le coup aussi Non, mais de c'est poser complet. toutes les idées. Voilà. C'est complet, et puis Merci. on a tellement de retours de la part des supporters qui suivent le podcast qu'au moins il y a un retour qui est hyper complet et donc c'est top de l'avoir fait. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous pour le soutien et on se retrouve prochainement dans un nouveau podcast. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne journée et à plus.